Merci. Merci à tous les intervenants. Maintenant, la parole va être à vous dans la salle. Donc, on est en capacité de monter jusqu'en haut de l'amphi. On compte sur vous tous. Et en attendant je vais poser une première question, en attendant qu'on vous fasse passer les micros avec Chloé. Merci. Je vais la poser à Nicolas Autier. Quelles sont, d'après vous, les conditions ou les facteurs de succès pour l'implication des pharmaciens d'officine dans la dispensation du cannabis, au regard de l'expérimentation qui vient j'allais dire se terminer, mais qui est bien avancée maintenant? La première condition de succès, c'est la même que pour les médecins, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on ne fait bien que ce que l'on connaît bien et pour lequel on est convaincu, en tout cas, que ça peut avoir un intérêt pour les patients. Donc c'est la formation des professionnels de santé, et le pharmacien n'y échappe pas, est capitale. Et sans cela, ça ne fonctionne pas. Et les pays qui n'ont pas mis en place de formation préalable, qui ont légalisé, en fait, se sont retrouvés devant un traitement autorisé, non accessible pour les patients. Donc je crois que c'est la première des conditions pour que ça fonctionne. Et puis ensuite, comme c'est une médecine, je le disais, très personnalisée, je crois qu'il faut qu'il y ait des échanges entre le médecin et le pharmacien, qu'il soit hospitalier ou d'officine, peu importe. Il faut qu'il y ait des échanges pour expliquer ce qu'on fait, parce que c'est pas toujours évident, puisque nous-mêmes, on est dans une approche assez expérimentale à choisir les posologies, et parfois, on peut, en 5-10 minutes, ou en email, s'expliquer les choses, pour expliquer pourquoi on rajoute de la vaporisation à ce moment-là, pourquoi on l'arrête, pourquoi on change de produit, pourquoi on arrête le traitement aussi, etc. Donc je pense qu'il faut se parler, c'est la base des relations entre professionnels de santé. Oui, merci pour cette intervention. J'ai aussi une question pour Nicolas Autier. C'est comment vous prenez en charge les patients qui sont fumeurs de cannabis déjà à la base, et est-ce que vous en avez souvent? Alors d'abord, comme je l'ai dit, dans cette expérimentation, il y a une majorité de patients qui ne sont pas des consommateurs de cannabis, parce que c'est pas ça l'objectif. Ils n'ont pas, c'est pas une contre-indication, d'accord, d'avoir une consommation de cannabis. On ne contre-indique pas la morphine à un héroïnomane, s'il a une douleur sévère, donc c'est de la même façon. Mais ils sont minoritaires. Et quand on en a, bon, moi j'ai 20 patients en suivi actuellement, il y en a 3 qui sont des consommateurs de cannabis. Bon, évidemment, là, je sais que je vais devoir augmenter les posologies parce qu'ils ont une tolérance, évidemment, au THC notamment, qui font que si je veux avoir un effet thérapeutique, il va falloir que je propose des posologies plus élevées. Et c'est vrai qu'ils ont un conditionnement à la rapidité de l'effet de l'inhalation du cannabis, parce que la forme inhalée, c'est toujours la forme la plus rapide pour obtenir un effet. C'est plus rapide qu'une voie intraveineuse, une forme inhalée. On ne fait pas passer beaucoup de substances, mais on la fait passer beaucoup plus vite dans le sang, et donc notamment au cerveau. Et donc, ce conditionnement qu'ils ont à se dire ce qui marche, c'est ce qui va vite, ça engendre le plus souvent des prescriptions associées de fleurs vaporisées, mais il faut résister à ne pas proposer que ça. Non pas que la vaporisation soit dangereuse, mais il faut éviter de proposer que des pics de soulagement. Il faut aussi proposer un traitement de fond. Je parle de traitement là, médicamenteux qui ne dédouane pas de tous les autres traitements. Et donc, il faut être plus vigilant là-dessus, parce que la demande des patients, souvent, effectivement, elle va plutôt s'orienter sur la forme vaporisée, parce que ça leur rappelle ce qu'eux font avec le cannabis en joint, par exemple, pour lequel ils rapportent un soulagement. Mais il faut arriver à leur faire comprendre qu'il faut d'abord avoir trouvé un traitement de fond le plus efficace possible et le mieux toléré, pour avant d'envisager parfois cette forme de fumée qui, effectivement, concerne plus souvent cette forme inhalée, donc fumée, qui concerne plus souvent des anciens fumeurs ou des fumeurs actuels. Pour terminer, le patient dont je vous ai montré l'ordonnance, il consommait 5 grammes de cannabis par jour lorsque je l'ai vu. Il consommait, je n'ai plus l'âge de son âge en tête, mais enfin, il a environ 40 ans, et il consommait du cannabis depuis qu'il a l'âge de 15 ans. Au début, pour plein de raisons liées à l'adolescence, etc., festives peut-être aussi, mais surtout pas mal de difficultés à l'adolescence. Et puis ensuite, suite à son accident, il y a 10 ans, il s'est dit, mais ce truc-là, c'est le seul qui marche un petit peu sur ma douleur. Et en fait, son usage est devenu autothérapeutique.
à quasi 100%, quoi. On peut dire 100%, sans compter son divorce qui était en cours et ça lui permettait d'apaiser ses angoisses. Et donc on a, en fait, avec ce cannabis à usage médical, en fait, on a repris la main et il ne fume plus de cannabis. Il ne fume plus de joint du tout. Il a toujours du cannabis, mais il est médical, il est titré avec des posologies et il y a un objectif qui est un objectif thérapeutique et il y a une sécurité d'emploi, une surveillance. Et donc là, on bascule dans le médicament, on n'est plus dans l'autothérapeutique avec tous les risques que ça engendre. Et comme il le disait lui-même, il se sent mieux maintenant avec le cannabis que je lui prescris qu'avec le cannabis qu'il prenait lui-même parce que bon, bah, c'est illégal, il y a la culpabilité, c'est pas toujours le même produit, les effets sont variables, enfin bref, voilà, c'était pas accompagné. Donc il voit vraiment la différence et il va mieux ce patient. Je dis pas qu'il n'est pas guéri, hein, on traite des symptômes là, mais il va mieux, voilà. Il a retrouvé, il prend des décisions, sa vie change, elle est plus figée par la douleur. Donc c'est pas la même chose un cannabis qui est médicalisé, si je peux dire, accompagné par des professionnels de santé, etc., qu'un cannabis en auto-consommation. Bonjour, moi j'avais 2 questions sur les interventions précédentes. La première, c'était, on voit de plus en plus passer, moi j'ai passé des publications où il disait qu'il fallait abandonner les classifications par palier et prendre la classification de l'USE-Beaulieu. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et ensuite, c'était, moi je sais que dans mon hôpital, on a eu un souci avec un patient qui était roux et en fait, les infirmières nous faisaient la réflexion qu'il réagissait moins bien aux analgésiques, puis en creusant un peu la bibliographie, on s'est rendu compte qu'il y avait, c'était pas quelque chose qui était commun à tous les patients roux. Et je voulais savoir comment on pouvait mettre ça en application dans la prise en charge d'une douleur qui était chronique ou aiguë. C'est bon ? Pour répondre donc sur Lucie et Beaulieu, nous au niveau des formations infirmières, c'est vraiment quelque chose qu'on aborde. C'est-à-dire que moi j'interviens par exemple à l'IFSI, donc école d'infirmière, j'interviens pendant 7 heures. Et en fait mes collègues formateurs du coup interviennent sur les paliers 1, palier 2, palier 3. Et nous, Lucie et Beaulieu, c'est vraiment une chose qu'on aborde, moi j'aborde. Donc j'ai plusieurs slides qui en gros donnent l'intérêt du palier 1, palier 2, palier 3, en donnent également les limites et du coup propose effectivement une nouvelle lecture avec Lucie et Beaulieu qui va du coup être beaucoup plus englobante, qui va du coup reprendre... et puis vraiment, l'intérêt de Lucie et Beaulieu, c'est qu'on quitte le paradigme de la douleur, du palier, donc le non-opiacé, on quitte ce paradigme-là, du coup, pour vraiment s'intéresser au type de douleur et du coup partir de la typologie. Tout le monde connaît Lucie et Beaulieu ? C'est quelque chose qui... Non, je vois qu'il y a des têtes. Lucie et Beaulieu, c'est donc deux médecins qui ont présenté une nouvelle classification des antalgiques, donc en 2010. Donc c'est une classification qui est quand même assez ancienne, mais qui est peu connue à l'heure actuelle, elle est encore peu diffusée. Je pense que dans quelques années, ça sera une référence. À l'heure actuelle, on est encore sur les paliers de l'OMS. Et en fait, c'est une classification qui est intéressante parce que du coup, elle part des anti-nociceptifs, des anti-hyperalgésiques. Enfin, on est vraiment sur d'abord quel est le type de douleur et en fonction du type de douleur, on va pouvoir du coup adapter l'antalgique. C'est intéressant parce que du coup, cette classification-là, elle intègre tout ce qui est antiépileptique, antidépresseurs. Elle intègre aussi les patchs de capsaïcine, enfin toutes ces choses-là. Du coup, c'est beaucoup plus englobant, c'est beaucoup plus large. Ça prend en compte tous les co-antalgiques. La difficulté de Lucie et Beaulieu, c'est que ça veut dire qu'il faut des professionnels qui soient formés aux différents types de douleurs. C'est-à-dire que du coup, il faut des professionnels qui sachent différencier une douleur par excès de nociception, une douleur neuropathique, une douleur nociplastique, et comment est-ce que du coup les trois vont pouvoir des fois être des douleurs mixtes. Donc il y a bien sûr le questionnaire DN4 qui permet de faire un diagnostic pour identifier si c'est une douleur neuropathique, mais il est encore sous-utilisé. Nous, par exemple, au niveau du CHU, dans les audits, on se rend compte qu'il y a extrêmement peu de DN4 qui sont retrouvés au niveau informatique. Alors il est possible que les DN4 soient faits par les médecins et soient notamment rangés dans les dossiers en papier. Nous, ce qu'on fait au niveau de la formation, moi, le message que je passe en tout cas à mes collègues, lorsqu'on aborde les différents types de douleurs et lorsqu'on aborde cette échelle-là, la DN4, moi, je dis à mes collègues, vous pouvez tout à fait commencer à faire une DN4, c'est-à-dire qu'une aide-soignante, par exemple, va faire une toilette, va passer le gant de toilette sur la main, et puis le patient va faire peut-être qu'il y a une hyperalgésie. Donc, du coup, ça peut être intéressant avec l'infirmière, toutes les deux, de commencer la DN4. Bien sûr, on ne va pas la faire de manière complète. La DN4 pour mémo, donc il y a 4 items, et il y a un des items, c'est un examen. Donc clairement, l'infirmière, le soignant ne va pas le faire. Par contre, c'est extrêmement intéressant, en tant que professionnel, d'aller voir le médecin en disant
on a commencé une DN4 parce qu'on avait des intuitions, parce qu'il y avait des choses cliniques. Et là, le début de la DN4 s'oriente vers une douleur neuropathique. Est-ce que toi, tu peux en faire une complète? Et ça, c'est aussi une manière du coup de travailler en interdisciplinarité. Le médecin ne peut pas penser à tout. Et en fait, concrètement, bah oui, c'est l'aide-soignante en fait qui va passer beaucoup de temps auprès du patient, qui va pouvoir repérer ces choses-là. Donc, pour répondre, je pense que Lucie et Beaulieu, oui, ce sont des éléments extrêmement importants. Nous, ce sont des choses qu'on aborde. Après, moi, j'ai pas mal d'externes en pharmacie, par exemple, qui viennent assister à des séances de TP, qui ne connaissent pas ces classifications-là. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, ça ne fait pas partie des cursus de formation au niveau des pharmaciens. Ça questionne. Moi, ça me questionne en tout cas. Et en tout cas, au niveau paramédical, ce sont des choses qui sont abordées. Alors, pas au niveau aide-soignant, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations et du coup, l'idée, c'est de simplifier les messages sur les médicaments. Par contre, au niveau des infirmiers, au niveau des manips radio, moi, ce sont des choses que j'aborde et qui me semblent essentielles pour vraiment aussi ouvrir le champ sur les co-analgésiques. Je donne juste un exemple. Moi, par exemple, quand j'ai passé mon diplôme d'État, je devais faire une analyse de dossier et je me rappelle que ma patiente, elle avait un antiépileptique. Et du coup, en antécédent, j'ai marqué épilepsie. Parce que pour moi, c'était la seule raison. Bon, c'était il y a quelques années. Maintenant, j'ai appris un petit peu entre-temps d'autres stratégies. Donc oui, effectivement, Lucie et Beaulieu, comme elle reconnaît les antiépileptiques comme une stratégie antalgique, ça permet vraiment de donner toute sa place au co-antalgique. Ça répond à votre question? Okay. Victoire, tu voulais compléter? Est-ce que la deuxième question, pardon? Non, je demandais si Victoire voulait compléter aussi, parce que la question s'adressait à vous deux. C'était très complet. Juste dire qu'effectivement, à l'échelle de l'OMS, elle n'intègre pas tout ce qui est pour les composantes neuropathiques, donc c'est assez réducteur. À la base, elle n'est conçue que pour les douleurs cancéreuses. Mais effectivement, elle est plus accessible, plus facile à comprendre aussi. Elle a son intérêt, on l'utilise, nous encore. Mais elles sont toutes les deux complémentaires, je dirais. Et la deuxième question, si vous pouvez la reformuler, parce que je ne l'ai pas... On va y revenir, enfin on va voir, on va passer la parole et puis... Merci Benoît Lenné, CHU de Grenoble. Merci Benoît et merci messieurs dames pour cette super session. Je pense que c'est ultra important que les pharmaciens entendent des choses sur cette problématique qui est emblématique et qui n'appartient à personne et à tout le monde à la fois dans les professionnels de santé. Et l'aspect pluriprofessionnel est super important. J'ai 2 questions à 2,50 balles et une vraie question. Première question à 2,50 balles, pratique courante, parce que là on a des experts sur la scène. L'EVA, échelle visuelle analogique, j'aimerais votre point et votre renvoi de bonnes pratiques sur l'utilisation de l'EVA. Parce que l'EVA dans mes services, et je pense que dans beaucoup de services ici, c'est « Alors Madame Michu, ça va ce matin? De 0 à 10, combien vous avez mal ?» Et à partir de là, on va dans des abacs toutes préparées. Alors, 6 scores de 1 à 4, machin, on met ça, etc. C'est-à-dire qu'on a une logique cardinale de mise en place de l'antalgie. J'aimerais que vous ayez votre avis là-dessus. Est-ce que ça vous semble licite ou pas? Deuxième question, votre feeling sur le tramadol et l'évolution en pratique courante de l'utilisation de ce produit? Parce que j'imagine vous en utilisez beaucoup. C'est quoi votre feeling du moment sur plutôt la tolérance? Et puis une question de fond. Depuis tout à l'heure, en fait, et j'étais vachement intéressé par l'expérience de Rennes. On a un abord soins pharmaceutiques et prise en charge de la douleur ici qui est emblématique. Moi, mon expérience, elle est thématique. Je fais de la rhumato et le dispositif douleur, il est centré muscle et squelette. Et je me dis que dans mes ateliers, si j'avais à inclure des gens qui avaient des douleurs cancéreuses, je ne saurais pas faire. Donc votre point sur comment on peut intégrer dans un dispositif éducatif des typologies de douleurs qui, somme toute, parfois sont ultra différentes, donc pas les mêmes ressentis, enfin, tout ce que Anaëlle a très très bien décrit. Voilà, mes petites questions. Pour le tramadol, donc je vais commencer par là pendant qu'Anaëlle va chercher les échelles. Je dirais qu'on manque un petit peu de ressources en termes de palier 2 et que de toute manière, sans passer, c'est compliqué. Nous, en Belgique, on avait jusqu'il y a peu le Valtran, qui était entre le palier 2 et le palier 3, en tout cas un opiacé qui était beaucoup utilisé chez les personnes âgées. Et donc, le tramadol, on ne peut pas s'en passer, moi je pense. Je pense qu'il y a une tolérance qui existe. Moi, j'ai l'impression que les patients que l'on rencontre, c'est le cas.
dans les cas de sevrage, il ne faut pas oublier qu'il y a une composante noradrénergique importante dans le tramadol et il y a un sevrage noradrénergique qui existe aussi, qui s'additionne au sevrage éventuellement de l'opiacé. Donc voilà, je dirais oui, tolérant, je dirais qu'on ne peut pas s'en passer parce qu'on n'a pas vraiment d'autres options. On manque beaucoup de ressources en douleur, je trouve, de manière générale, et ça s'appauvrit, j'ai l'impression, avec le temps en plus. Et donc on fait avec ce qu'on a, quoi. Alors du coup, donc moi pour répondre sur les échelles, j'ai un sac de Mary Poppins, j'ai beaucoup de choses dans mon sac, donc j'ai bien sûr des échelles. Donc là, je vous ai amené donc une VA. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, très souvent, on parle de VA quand on fait une EN. Ça, vous avez donné l'exemple sur une échelle de 0 à 10, donc là, c'est une échelle numérique. Et en fait, c'est vrai que c'est une difficulté qu'on a à l'heure actuelle au niveau de la traçabilité. C'est-à-dire que l'échelle la plus fiable, qui est la plus utilisée et qui a une très très grande fiabilité donc au niveau des études, c'est vraiment le VA, donc les échelles visuelles analogiques, dont celle-ci, donc avec un curseur. C'est une échelle qui est intéressante parce que du coup, une fois qu'elle a été bien expliquée au patient, le patient peut l'utiliser. Elle est très bien, par exemple, pour les patients étrangers. Nous, on a beaucoup de patients avec qui on dit bah oui, mais on ne peut pas évaluer leur douleur parce qu'ils ne parlent pas français. En fait, une fois qu'elle a été expliquée, on peut du coup l'utiliser et les patients peuvent indiquer leur niveau de douleur. Je donne un exemple, par exemple, lorsqu'on a les pompiers, par exemple, ou au niveau du SAMU, lorsqu'ils doivent remplir le logiciel, on leur demande de remplir une EVA. C'est marqué EVA. Or, ce qu'ils font, c'est une EN, c'est une évaluation numérique. Donc, en fait, on se rend compte qu'entre ce qui est noté et ce qui est fait, ce ne sont pas les mêmes choses. C'est comme si on mettait des litres à la place des grammes. Donc, on n'est pas sur les mêmes équivalences. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Nous, au niveau du CHU de Rennes, du coup, on a ce qu'on appelle des kits d'évaluation. Donc là, j'en ai un. Et en fait, du coup, c'est un éventail du coup, qui va reprendre toutes les échelles qui sont validées. Et ce sont des échelles qu'on va également retrouver du coup, au niveau du logiciel DXCare, avec du coup, des échelles d'auto-évaluation et des échelles d'hétéro-évaluation, en privilégiant bien sûr toujours l'auto-évaluation, et lorsque c'est impossible, en utilisant l'hétéro-évaluation. Là, j'ai aussi le nouveau... L'échelle DN4 que vous connaissez, elle est adulte. Et là, il y en a une pédiatrique qui vient tout juste d'être validée, qui a été présentée à la SFETD, donc avec des dessins. Voilà. Le problème, en effet, de dire sur une EN 0 à 3, palier 1, EN 4 à 6, c'est qu'effectivement, c'est très réducteur. Et en même temps, ça peut être intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que ce sont les médecins qui prescrivent les antalgiques. Et en fait, des fois, l'infirmière, elle est un petit peu démunie en disant en fait, le médecin, il me prescrit plein de choses, mais qu'est-ce que je donne? Et du coup, le fait d'avoir quand même des seuils, et de toute manière, les seuils, ça répond à l'heure actuelle. Nous, on a été certifiés il y a peu de temps, là, on a eu une bonne note d'ailleurs à Rennes, et ça fait partie des critères de certification. C'est-à-dire que maintenant, normalement, lorsqu'un médecin prescrit un antalgique, il doit dire, par exemple, paracétamol, 6 EN entre temps et temps. Normalement, légalement, ça doit être fait. Concrètement, c'est peu fait. Et le risque, en fait, c'est que souvent, c'est marqué si besoin en cas de douleur. Et du coup, quid de l'infirmière de décider. L'intérêt, du coup, d'avoir des échelles en rapport, du coup, de l'administration d'antalgique, ça permet aussi de se dire, j'ai une douleur à 4, du coup, je ne me pose pas la question, j'administre en systématique. Du coup, c'est un petit peu moins personne dépendant. Et du coup, ça peut peut-être aussi laisser plus de chance aux patients, du coup, d'avoir des antalgiques. Est-ce que ça répond à votre question? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'on n'a pas le temps, mais on sait que mathématiquement, c'est complètement faux, en fait. Parce que les EVA sont des constructions ordinales, intrapatients, et du coup, une douleur à 4 aujourd'hui et une douleur ce matin et une douleur à 8 cet après-midi, ça ne veut pas dire que cet après-midi, j'ai 2 fois plus de douleur. Et l'utilisation en pratique courante, elle est cardinale. C'est-à-dire que je fais des multiplications, et donc j'infère des choix thérapeutiques. Et c'est vrai que sur le terrain, moi, des fois, je me suis pris peur parce que si les gens ne sont pas réveillés, ils vont faire 2 fois les doses. Hein. Et ça, on a un vrai problème en France qui est adressé au plan national sur ce truc-là, parce qu'on n'a pas le bon outil. Ça devrait rester que qualitatif et intrapatient. Et de toute façon, être dans la logique de titration, vous avez super bien développé avant, quoi. Et là, ça répond vraiment aussi à des objectifs de certification. Hein. Moi, je sais qu'il y a un médecin avec qui je travaille en soins palliatifs qui, clairement, du coup, pendant la certification, du coup, a pu justifier pourquoi est-ce qu'elle ne précisait pas. Parce que tous ses patients sont sous opiacés. Donc, en fait, le si besoin, il n'est pas lorsqu'on a une douleur à 7, à une EN à 7. Il est lorsqu'on a une EN à 3. Parce qu'on est déjà sur une douleur de fond et une douleur importante. Donc, elle a pu le justifier au niveau de la certification. Et expliquer pourquoi est-ce que du coup elle n'appliquait pas du coup cette nouvelle réglementation qui n'était pas en adéquation avec sa pratique.
Je vais prendre une dernière question. Et juste pour répondre à Benoît, mais je pense que vous aurez le temps d'en parler après, en aparté, sur le recrutement en fait, des patients dans le programme de TP et l'intérêt de diversifier les pathologies. Voilà, ce que je peux vous dire, Anaëlle en parlera très bien après, parce qu'elle est dans cette phase et dans cet échange, dans ces bilans éducatifs initiaux partagés. Et on est en pleine phase de communication, ça prend un peu de temps, mais on vise vraiment ça, multiplier les profils et enrichir les expériences des patients. Merci. Bonjour, j'ai deux petites questions. Ma première question, c'est par rapport à la prise en charge de la douleur chez l'enfant cancéreux. Donc, est-ce que ça passe de la même manière, surtout par rapport à l'évaluation de la douleur? Donc, parce qu'il y a des enfants qui ont mal de prononcer, c'est-à-dire de s'exprimer. Et ma deuxième question, c'est adressée à Dr Nicolas. Donc, sur l'usage des cannabinoïdes, du cannabis dans le cadre des troubles de spectre de l'autisme. C'est-à-dire en France, est-ce qu'il est en cours d'expérimentation ou bien est-ce qu'il est déjà utilisé? D'accord. Alors moi, je vais faire une réponse très partielle sur l'évaluation de la douleur chez l'enfant, parce que je ne suis pas experte dans le domaine et encore moins en cancéro, donc je ne voudrais pas... voilà. Ce qui est intéressant en fait, au niveau de l'évaluation de la douleur de l'enfant, c'est vraiment d'utiliser tous les échecs qui sont à disposition en termes d'auto-hétéroévaluation. En termes d'auto-évaluation, on a tout ce qui est jeton, on a aussi du coup une EVA donc, qui est spécifique pour l'enfant, donc c'est avec un triangle qui est sur le côté. On a aussi les visages, on a beaucoup d'outils qui sont disponibles. Et puis aussi les échelles d'hétéroévaluation, je pense à Evans, je pense à toutes ces échelles-là. Après, je ne sais pas s'il y en a des spécifiques en cancéro qui sont utilisés. Mais par contre, si vous posez la question de douleur neuropathique, ce qui arrive beaucoup du coup, les douleurs neuropathiques avec le cancer, il y a maintenant cet outil qui est validé et qui peut être très intéressant du coup pour diagnostiquer une douleur neuropathique chez l'enfant. Nicolas Autier. Ah oui, alors en ce qui concerne les troubles du spectre autistique et le cannabis médical, pour l'instant, il n'y a pas c'est pas une indication qui a été retenue en France. Elle n'a pas été retenue d'ailleurs dans beaucoup de pays. Alors bien sûr, dans les pays où il n'y a pas de liste d'indications, ce qui existe, comme en Allemagne par exemple, où on peut prescrire dans différentes indications en fonction des connaissances du médecin, etc. Ça arrive. Mais il y a assez peu de données scientifiques sur le sujet. Ça concerne essentiellement des produits riches en CBD, donc en cannabidiol, sans THC. Mais pour l'instant, c'est difficile de dire qu'il y aurait un bénéfice-risque favorable. Ou défavorable d'ailleurs. On manque de données sur ce sujet-là, mais ça fait partie de la liste des dizaines d'indications potentielles. Certains disent qu'il y a 50 indications potentielles du cannabis médical. Moi, je suis un peu plus prudent. Tout ça, c'est très potentiel, mais ça manque de démonstration, donc on ne peut pas non plus exposer des patients, quelle que soit leur pathologie, à des produits juste pour expérimenter les choses de manière sauvage. Donc, en France, certains parents donnent du cannabidiol à leurs enfants, qui vont acheter dans des boutiques en ville, qui vont acheter sur Internet. Ça arrive, ça, c'est de l'automédication. Mais ça n'en fait pas pour autant une véritable indication au sens médical du terme. Merci. Ça va être l'heure pour moi de conclure. Je veux remercier encore une fois tous les intervenants, donc Nicolas, Victoire et Anaëlle. Je vous propose d'applaudir une dernière fois. Et Opifarm continue, là vous avez une pause bien méritée qui vous attend et aussi certainement l'occasion d'ici demain après-midi d'échanger avec les uns et les unes et les autres. Merci encore.